Félix Tshisekedi séjourne à New York depuis le début de cette semaine à la tête d'une forte délégation. Le chef de l'État va prononcer un discours décisif, le dernier de son premier mandat, à la tribune des Nations Unies ce mercredi 20 septembre. La tension est perceptible ce matin dans la ville de Goma, où est prévue initialement ce lundi l'inhumation des victimes du carnage attribué à la garde républicaine il y a environ 2 semaines. Les familles des victimes exigent le respect des rites funéraires de leur foi. 15 militaires des FARDC ont perdu la vie dans des affrontements contre la milice Mobondo. Dans la province du Kwango, l'information a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement provincial qui signale également la mort d'au moins 3 miliciens de ce mouvement insurrectionnel. Salomon Idi Kalonda a de nouveau comparu ce lundi, malade et presque incapable de se tenir debout longtemps. Le procès a été renvoyé à la huitaine après avoir entendu les arguments de la défense. Le bras droit de Moïse Katumbi est poursuivi entre autres pour une tentative de coup d'État. Mesdames et messieurs, bonjour. Félix Tshisekedi devrait prendre la parole ce mercredi 20 septembre à la tribune des Nations Unies. Le président de la République séjourne à New York depuis quelques heures à la tête d'une forte délégation. Un travail en amont a été fait par le ministre des Affaires étrangères dénonçant l'inefficacité de la mission de l'ONU au Congo depuis presque 15 ans. Ce n'est pas la première fois que Kinshasa signifie son mécontentement. Longtemps chahuté sous la présidence de Joseph Kabila, la MONUSCO est désormais poussé vers la sortie par l'administration Tshisekedi. Ces derniers mois n'ont rien arrangé. Il y a un an, entre juin et juillet 2022, mécontentement et frustration accumulées ont explosé au grand jour en Ituri et dans le Nord Kivu. À Goma, Beni, Butembo ou Kasindi, des manifestants ont violemment exigé le départ de la MONUSCO. Dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernorat du Nord Kivu, l'inhumation des victimes de la répression lors de la manifestation du 30 août se tiendront ce lundi 18 septembre. Le colonel Njike Kaiko a signalé que le nombre des participants par famille est limité à 5. Le service provincial du protocole d'État confirme la tenue des funérailles, recueillement et inhumation des victimes du 30 août pour ce lundi 18 septembre au cimetière Macao, suivant le programme ci-après. De 5h à 8h, mise en bière et préparation des corps. De 11h à 12h, acheminement des corps au cimetière de Macao pour les derniers hommages et inhumations. De 13h à 14h, échange entre son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières et les représentants des familles des victimes à un lieu à préciser. 14h30, arrivée de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières, accompagné des membres du comité provincial de sécurité au cimetière Macao. De 14h30 à 15h30, prière. De 15h30 à 16h, mot des circonstances, mot du maire de Goma, mot du gouverneur de province, mot de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires coutumières, suivi du dépôt des gerbes de fleurs. De 16h à 17h30, inhumation sous la coordination de la protection civile et la Croix-Rouge. À 17h30, retour au sein des familles respectives pour le bain de consolation. Notez bien, vu l'exiguïté de l'espace au cimetière Macao, le nombre de représentants des personnes par famille des victimes est limité à 5. Faites à Goma, le service provincial du protocole d'État. Le général-major Sirimwani Nkuba est désigné nouveau commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, désignation rendue publique par le chef d'état-major général des FARDC sur instruction de Félix Tshisekedi et remplace ainsi pour raison d'efficacité le général Constant Dima à la tête du commandement des opérations militaires. Contrairement à ce que nous avons relayé dans notre journal d'hier soir, l'intérim au gouvernorat est plutôt assumé par le vice-gouverneur policier.
Il s'appelle Général-Major Chirimwami Kuba Peter, le nouveau commandant des opérations de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami est un officier général de FARDC, reconnu par son patriotisme et son dévouement au métier des arts au service de la nation. Chirimwami Peter a un parcours élogieux au sein de l'armée régulière et a été officier de renseignement aux côtés du feu lieutenant-général Baouma lors des opérations Pomme Orange contre le M23 en 2013. A été commandant des opérations militaires successivement au secteur opérationnel Sokola 1 et 2 à Beni contre les EDF et à Goma contre les terroristes du M23. Le général-major Peter Chirimwami est diplômé de stratégie et de défense au Collège des hautes études des stratégies et défense. Le nouveau patron des opérations militaires a également assumé la fonction du commandant 32e région militaire, comprenant la province d'Elituri et celle du Haut-Uélé. Pétri d'intelligence, de rigueur, avec un sens élevé d'humanisme, a été dans les sillages opérationnels aux côtés du lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, gouverneur d'Elituri depuis 2022. Il a appuyé le gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, dans l'accomplissement de la mission de restauration de l'autorité de l'État dans l'approche non militaire. Ici, le dialogue, le pourparler avec les groupes armés ont permis le désarmement de cœur et esprit de belligérants. Une approche réussie à côté de l'approche militaire, car plusieurs entités dans les territoires d'Edjougou et Urumu sont en voie d'être pacifiées. Sa désignation aux fonctions de commandant des opérations militaires au Nord Kivu va certainement redynamiser les opérations militaires et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République, le M23 et leurs alliés dans le Rwanda. 15 militaires de la 11e région des forces armées de la République démocratique du Congo ont été tués lors des affrontements violents avec les miliciens Mobondo. Les faits se sont déroulés dans la journée du dimanche 17 septembre au village Moulossi, situé entre Kabuba et Bachongo dans le territoire de Kenge. L'information est livrée à nos confrères de Radio Okapi ce lundi 18 septembre par Adela Nkisi, porte-parole du gouvernement provincial du Congo. Il ajoute que du côté des miliciens, au moins 3 Mobondo ont été tués. On l'écoute. Apprenons qu'il y a eu des affrontements entre FARDC et les Mobondo dans le village Moulossi, dans le secteur Bukangalonzo. Effectivement, on nous informe qu'il y a 15 militaires qui sont tombés et 3 Mobondo de l'autre côté. Voilà, donc c'est un bilan qui n'est que provisoire. Les Mobondo, c'est un mouvement qui a commencé, que l'on maîtrise difficilement du fait que c'est comme une sorte de guérilla. Et ils se reconstituent à un moment donné dans un ou un autre coin. Et donc, ils sont présents, ça et là, pas très actifs comme au début. Et chaque fois qu'il y a un groupe qui se reconstitue quelque part, bon, l'armée est en train de faire son travail malgré ce qui arrive, quoi. La population civile, c'est vide. Et donc, ce sont des effets collatéraux et qui nécessitent un regard particulier du pouvoir de Kinshasa aussi. Parce que il y en a qui sont venus de Kwamut, sont des déplacés. Maintenant, du coup, ils deviennent double déplacés, même triple déplacés. Donc, ils sont partis de là vers Bachongo, ils viennent Bukangalonzo, ils sont encore obligés de fuir. Et donc, la situation sécuritaire reste préoccupante. 17 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 16 au 17 septembre à la suite d'un glissement des terrains à Lissala, dans la province de la Mongala. La catastrophe est consécutive à une pluie diluvienne qui est tombée dans la ville. Les victimes sont enregistrées au quartier Akula, situé au bas-fond d'un monticule le long du fleuve Congo. À la suite des glissements des terres ayant fait 17 morts à Lissala dans la Mongala, le Conseil provincial de la jeunesse a appelé les autorités à assister les sinistrés. Le président de cette structure, José Lipango, a lancé cet appel ce dimanche 17 septembre pour demander aux autorités de la province et au président de la République de venir en aide rapidement aux sinistrés. Cette ville pourrait disparaître à la suite des érosions qui s'accumulent de jour en jour et l'état des routes reste à désirer à la suite des pluies qui continuent de tomber. José Lipango a donc sollicité l'intervention des députés ainsi que sénateurs élus de cette province en faveur des sinistrés de ces glissements de terre survenus à Lissala. Il a également expliqué que cette catastrophe naturelle a englouti des maisons du quartier Akulu, loties au pied d'une montagne ayant cédé à la suite de cette pluie diluvienne. Le quartier Akulu, où ce drame s'est produit, est situé au bas-fond d'un monticule le long du fleuve Congo.
Cette catastrophe est due à la progression de plusieurs têtes d'érosion qui menacent depuis plusieurs années la ville d'Elissala. C'est dans ce cadre qu'il a recommandé que cette ville soit prise en compte dans les programmes gouvernementaux des luttes anti-érosifs. L'affaire Salomon Escadella, entendu par là le bras droit de Moïse Katumbi, est renvoyé au 25 septembre. Les avocats de la défense ont soulevé un déclinatoire de compétences et ont sollicité l'annulation des procès-verbaux de l'auditorat militaire. Il est notamment reproché à Salomon Escadella une transmission aux autorités rwandaises et au M23 des communications secrètes par WhatsApp, de la trahison pour avoir entretenu des contacts avec le membre du M23, les autorités militaires rwandaises et un conseiller du président rwandais Paul Kagame. Il est accusé d'être en intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou actes d'agression contre la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le mauvais état de la route nationale numéro 4 suite à son impraticabilité qui ne permet plus le trafic entre plusieurs milieux, notamment Beni, Bunia, Mambasa, Kisangani, Banali Abuta et Bondo. Même les motocyclistes ne peuvent pas relier les deux bouts de la route nationale numéro 4. Ces calvaires handicapent des activités de plusieurs opérateurs économiques et pénalisent les déplacements des candidats aux élections de décembre prochain. Les conditions de déplacement sont jugées très déplorables sur les réseaux Kisangani-Bunia, impraticables avec des bourbiers profonds. La vitale route nationale numéro 4 cause d'énormes pertes aux opérateurs économiques de la région. Affirmation des camionneurs qui ne savent plus à quel sens se vouer. Le souhait de ces camionneurs est que les autorités accordent une attention particulière à la route nationale numéro 4 en faisant des descentes sur terrain afin de s'acquérir de la dégradation avancée de cette route pour des solutions inédites. Par là, au nom de ses pairs, Richard Katembo, opérateur économique de son État, tout en reconnaissant les efforts déplorés par les gouvernements provinciaux de la Chopo, il y a de cela 6 mois, reste toutefois critique. Nous avons déjà lancé notre cri d'alarme pour dire aux autorités la nécessité de cette route. C'est vraiment déplorable. Nous nous demandons comment allons-nous faire pendant la période électorale et même les kits électoraux passeront dans quel chemin. Il n'y a pas de route. Nous demandons aux autorités du pays et provinciaux, surtout au président Félix, de voir comment trouver solution à ces problèmes. Ces derniers s'est dit d'ici là s'observer depuis quelques mois de la part des autorités à dépit du délabrement de cette route très avancée. Au regard de l'intérêt stratégique de cette route nationale et au vu de son importance capitale dans l'administration de plusieurs provinces de l'Est du pays, elle devrait être placée en ordre utile dans les programmes du gouvernement congolais. Prenons ce démenti qui a eu lieu ce dimanche dernier sur le bilan qu'a communiqué l'ONU, affirmant qu'il y aurait eu 11 470 morts lors de l'inondation de Derna en Libye. Selon un dernier bilan officiel du ministère de la Santé du gouvernement basé dans l'est du pays, la catastrophe a fait 3 252 morts seulement. Seul son ministère a été habilité à communiquer les bilans des morts, affirme Othman Abdellah Jalil, ministre de la Santé libyen. C'est ce qui ouvre notre page internationale. Le Croissant Rouge libyen a démenti dimanche un bilan de 11 300 morts dans les inondations de Derna en Libye, que lui a attribué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du gouvernement basé à l'est du pays, Othman Abdel Jalil affirme que la catastrophe a fait 3 252 morts. La Libye s'étonne de voir son nom mêlé à ces chiffres. Il affirme que ces médias ajoutent la confusion, la détresse aux familles des disparus, a déclaré à l'AFP depuis Benghazi le porte-parole du Croissant Rouge libyen. Les responsables libyens ont averti que le bilan final pourrait être beaucoup plus lourd en raison du très grand nombre des disparus évalués à des milliers. Il met ainsi en doute la crédibilité d'une multitude des chiffres qui circulent en affirmant ainsi posséder le monopole des communications officielles des bilans.
En sport, le tout-puissant Mazembe est bien parti pour se qualifier en phase de poule de la Ligue des Champions après sa petite victoire face à Niassa Boulette. En Ligue 1, Renaissance du Congo et le Daring Club Motema Pembe se sont quittés à force égale. Le point avec Christian Boukaya qui va me rejoindre comme d'habitude de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif. Bonjour et bienvenue Christian. Mais voici Christopher, bonjour à vous. Merci beaucoup, je dirais aussi bonjour aux amis sportifs qui me suivent en ce moment. Mes papiers se sont emmêlés, mais je sais que le premier sujet parle des interclubs de la CAF, justement. Le Popo a sombré alors que les Corbeaux se sont envolés. Effectivement, Christopher Ochokoum, les Corbeaux ont parfaitement lancé leur saison en Ligue des Champions de la CAF en s'imposant petitement hier sur la pelouse des Big Bullets à Lilongwe. Nous sommes là, bien sûr, au Malawi, dans un match âprement disputé. Cette rencontre ne s'est jouée qu'en 6 minutes quand Tchèque Fofana ouvrait les scores et c'est sur le même score que l'arbitre va siffler la fin du match. Un succès qui a permis à Mazembe de prendre une belle option pour la qualification en phase des poules. Mais les Corbeaux devront achever la mission le 30 septembre prochain à Lubumbashi. 24 heures avant, soit samedi, le Corbeau du FC, plutôt les cheminots du FC Saint-Éloi, Lupopo, avaient raté leur entrée en lice en courbant l'échine face à la formation des Cheikoukouni. C'était bien sûr en Afrique du Sud. Les cheminots ont été étriés par le club sud-africain sur le score des 3-1 grâce à ce but marqué à l'extérieur. Lupopo espère renverser la vapeur à Kinshasa lors de la manche retour. Voilà ce qu'on peut dire concernant le club congolais engagé jusque-là aux interclubs de la CAF. Quant à ce deuxième tour aller, Al Hilal de Florent Ibenge a arraché un match nul sur la pelouse de Primeiro. Oui, le club soudanais a fait un match important face à la formation de Primeiro d'Agosto d'Angola, malgré la présence de ces Congolais sur terrain. Alors, les deux formations se sont quittées avec respect, comme on peut bien voir sur ces tableaux de résultats des différents matchs joués, bien sûr, pour le compte de la phase aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il faut dire que les Cadors ont plutôt tenu leur rang lors de cette phase aller et on devra voir ce que la phase retour va nous donner pour essayer de connaître les différentes formations qui vont se qualifier pour la phase des poules et celles qui vont jouer les barrages. Sur le continent, USMA a remporté la Supercoupe. À peine 3 mois après son sacre gagné, bien évidemment, en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USMA, le club algérien, a enchaîné vendredi soir un nouveau trophée en s'imposant face à l'ogre égyptien d'Al Ahly. C'était bien sûr en finale de la Supercoupe disputée en Arabie Saoudite. L'unique réalisation de la rencontre a été l'œuvre de Belaïd sur penalty à la 43e minute de jeu. Ainsi, l'USMA devient la deuxième équipe algérienne à remporter la Supercoupe d'Afrique après Sétif en 2015 qui avait réussi à vaincre Al Ahly au tir au but après un temps réglementaire soldé sur le score d'un but partout. On va passer à la Ligue 1. Hier, il y avait un mini derby, on doit appeler ça comme ça, de Kinshasa quand même, et DSMP et Renaissance se sont neutralisés. Un but partout. Mini derby, j'ai dit non. Vrai derby, j'ai dit oui. Finalement, c'est quoi les derbys de Kinshasa? Les vrais derbys de DSMP, DSMP, Renaissance. Les vrais derbys, les vieux, ça reste un club DSMP, mais les derbys fratricides depuis ces 4 dernières saisons, ça reste Renaissance du Congo. Seulement 4 saisons? Oui, ces dernières, disons les 4 dernières saisons, puisque avec l'avènement, sans compter les pauses. Avec l'avènement du FC Renaissance du Congo, disons l'OC Renaissance du Congo, les derbys quinois a quand même retrouvé sa saveur. Chose qui n'était pas le cas maintenant. Maintenant c'est pas le football club, c'est maintenant l'Olympique club Renaissance du Congo. Christopher, alors hier, le stade Père Raphaël de la Kétule a vibré au rythme du derby de la capitale, un derby qui a vu les deux formations, l'OC Renaissance du Congo et le Daring Club Motema Pembe se quitter à force égale. Et c'est bien la formation d'Orange de Kinshasa qui ouvrait les scores en première mi-temps avant d'être rejoint au marquoir en toute fin de partie par le Daring Club Motema Pembe. On va dire un match nul qui a beaucoup dérangé les Rennais parce qu'ils étaient déjà vainqueurs de cette partie et se voyaient prendre 3 points dans cette poule A.
Je vois que le FC Renaissance semble avoir d'ailleurs plus de fans que le DSMP, ce qui est très impressionnant. Ah non, c'est juste l'autre côté du stade alors. Bah oui, c'est de part et d'autre. Un match diffusé à la télévision en ce moment? Oui. C'est un match qui est passé sur, je crois, c'est de Chris Production. Voilà. Ah, et il y a de l'engouement quand même dans la population? L'engouement, oui, parce qu'il y a des aspects quand même positifs qu'il faudra noter. Le retour progressif du public, puisque depuis un moment, on pleurnichait, on disait que le public avait séché les différents stades du pays. Mais avec ce que moi, personnellement, j'ai vu hier, si l'on mettait un peu plus du sérieux, disons dans 2 saisons, on va retrouver un peu ces ambiances d'antan. Dernière question, qui doit être sérieux? Les organisateurs ou bien les fans? Parce que au Stade de Mentir, on a vu les fans ensuite s'en prendre aux infrastructures. Je vois ici en arrière-plan aussi déjà quelques grilles en train de céder. Est-ce que c'est aux organisateurs de mettre du sérieux ou bien c'est les fans qui ne sont pas sérieux? Je pense plutôt que tout le monde devra jouer sa partition, les organisateurs, nous pondre des calendriers qui seront respectés, les fans aussi de soutenir leur club même quand ça ne va pas. Parce que là, on est fan seulement quand ça gagne. Même quand on perd, on devra aussi se rendre au stade, acheter le maillot de l'équipe, cotiser, acheter les billets, question de soutenir quand même ces équipes-là. Et si chacun jouait vraiment son rôle, on va aider ce football congolais à aller de l'avant. Merci beaucoup Christian Bokaya pour ces précisions. On va parler de l'Europe pour terminer. Après la trêve, place au match des championnats. Il y a même eu des derbies aussi. Effectivement,